Baisse des taux, nouveau rachat de dettes publiques, système de taux dégressif pour soulager les banques. La BCE hier a sorti le grand jeu. Bonjour Franck. Bonjour. Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Tout ça évidemment on le sait est fait pour doper une croissance et une inflation qui sont un peu chancelantes. Mais quand même selon vous, il faut prendre cette décision, non pas comme les marchés en applaudissant aveuglément, mais avec plus de circonspection. Oui, alors d'abord peut-être quelques mots sur ce qui a été décidé. La BCE a décidé de baisser les taux sur les dépôts pour forcer les banques, pour pousser les banques, je dirais, à faire des prêts aux ménages et donc pour relancer la croissance, pour relancer l'investissement, pour relancer l'emploi. Elle a décidé aussi de poursuivre, de réactiver ces rachats de dettes publiques et de dettes privées, aussi pour poursuivre la baisse des taux. On est dans un univers de taux négatifs, mais il y a fort à parier que cela va non seulement, je dirais, rester tel quel, mais peut-être aussi se préciser. Ouais. C'est ça ce qui est assez étrange finalement. Donc, on poursuit cette bizarrerie financière. En réactivant encore une fois ces rachats d'actifs massifs, 20 milliards d'euros tous les mois à compter du mois de novembre. Mais c'est une bonne nouvelle encore une fois, c'est taux négatif. J'imagine à celles et ceux qui ont envie d'emprunter à la banque pour s'offrir une maison, un appartement, un crédit immobilier, il y a de quoi se réjouir. Alors il y a de quoi se réjouir sur le papier, en théorie. Alors, je vais vous peut-être deux éléments pour relativiser un peu. D'abord, il y a un article 1902 du Code civil. Je vais vous dire de quoi il est question. Il interdit aux ménages de s'endetter, plutôt à ceux qui prêtent, de prêter à un taux inférieur à 0. Je vous dis, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées en même qualité et quantité et au terme convenu. Donc il n'y aura jamais de taux négatif sur les crédits immobiliers des ménages. Sauf à changer l'article 1902 du Code civil. D'autre part, il ne faut peut-être pas se réjouir trop tôt parce qu'il y a des effets pervers. Et là, c'est peut-être plus financier comme argument et moins juridique. C'est de se dire que finalement, oui, effectivement, vous avez des taux qui sont de plus en plus bas. Donc, une incitation à s'endetter pour acquérir un bien immobilier. Sauf que, parallèlement, vous avez un prix de l'immobilier qui augmente beaucoup. Et vous avez cette variable qui est la valeur prix, l'actif, qui augmente très fortement. Les prix augmentent plus vite que les taux de baisse. Si vous avez votre pouvoir d'achat. Pour répondre à votre question, on peut parler du pouvoir d'achat immobilier, le fameux. Bon, mais pour répondre à votre question, on regarde, depuis la baisse des taux qui s'est largement précisée, est-ce qu'il y a plus de propriétaires? La réponse est non. Il y a toujours. Ce que disent les experts, il y a toujours 58% de ménages propriétaires. Il devrait y en avoir plus? Non. Pourquoi? Parce que quand vous avez des prix qui sont élevés et qui sont alimentés par cette baisse des taux, vous renoncez peut-être, à acheter de l'immobilier, en particulier dans les grandes villes. Et c'est d'ailleurs pour ça que les achats immobiliers dans les grandes villes, il y a des études qui sont sorties là-dessus, finissent par ne concerner que les cadres sup et de moins en moins les classes moyennes. Ouais. Donc, très paradoxalement, ce pouvoir d'achat de l'épargnant qui est déployé grâce à la baisse des taux d'intérêt immobilier hypothécaire, eh bien, finalement, il est un petit peu, je dirais, contrebalancé par un effet hausse des prix qui peut aboutir à un effet contraire finalement. Donc pas si bonne nouvelle que ça pour les ménages, surtout pour ceux, on a souvent parlé ici, qui sont épargnants pour eux. Alors les épargnants, bon, effectivement, alors là aussi, pareil, vous avez finalement, nous on a fait une enquête à Marianne là-dessus, on s'est aperçu en creusant qu'effectivement, sur le plan pour les ménages, côté emprunteur, ce n'est pas tant une bonne nouvelle que ça, mais côté épargnant, vous avez une augmentation des inégalités. Pourquoi? Parce que vous avez l'épargne sans risque, comme le livret A, effectivement, qui est quand même un taux positif, évidemment, mais vous avez finalement une très peu de rentabilité. Et en face de ça, les banquiers qui sont à la recherche de taux attractifs pour les épargnants, finissent par se tourner vers les épargnants les plus fortunés en disant on peut vous proposer des produits indexés sur l'art, sur le marché de l'art, des produits sur l'or, des produits sur l'immobilier, de la pierre-papier immobilière. Donc finalement, vous avez très paradoxalement cette baisse des taux qui accroît les inégalités de traitement entre épargnants. D'un côté, un bas de laine un peu du tout venant, qui est autour de 0,5,
d'un autre côté, des produits plus sophistiqués, plus élaborés, auxquels ont accès, évidemment, des épargnants un peu plus argentés. Voilà. Franck, on parlait des particuliers, des ménages, mais on peut aussi s'intéresser aux entreprises. Pardon, pour elles, les taux négatifs, c'est génial. Elles peuvent s'endetter pour moins cher et donc doper leurs investissements. Ça, c'est bon pour la croissance. Toujours pareil. Oui, alors sur le papier, je vais vous donner juste un exemple. Le 28 août dernier, l'opérateur historique Orange a levé 750 millions d'euros remboursables en 2026. Vous savez à quel taux? Négatif? Non, quand même pas. Non. 0%, gratuit, Ouais. open bar. Alors, mais vous ne croyez pas si bien dire, Schneider a émis, carrément, Schneider a émis un taux négatif. Donc vous avez quand même, on n'a pas beaucoup parlé des États, mais ce n'est pas seulement les États, vous avez des entreprises au rein très solides, Eh ben, c'est tout bénef, ça. Bon, Elles investissent derrière. vous c'est bon. seriez responsable des syndicats chez Schneider ou Orange, vous diriez, attendez, ça vous coûte zéro, c'est quand même le moment de faire des augmentations. Bon, Ou d'investir. ou d'investir, effectivement. Ce qui se passe malheureusement, ce qui se profile, ne faisons pas des attaques trop rapides, mais ce qui se profile, c'est premièrement des rachats d'actions. Donc là, il n'y aura pas véritablement d'investissement. Et puis, deuxièmement, j'ai envie de vous dire, c'est que, ce que me disaient des spécialistes de la finance d'entreprise, mais ces entreprises-là, peut-être pas le cas d'Orange, mais ces entreprises-là qui ont des marges bénéficiaires extrêmement élevées. Elles ont assez d'argent pour oui, financer leurs investissements. Elles ne s'endettent plus, parce que quand vous vous endettez à 0%, pardon de vous le rappeler, David, mais quand vous vous endettez à 0%, vous devez quand même rembourser le capital. Oui, D'accord? mais n'importe quel projet d'investissement est facilement rentable. Je suis bien d'accord. Le TRI, le taux de rendement interne, a priori, est supérieur à 0% au coût du capital, Oui. au coût de l'argent qui est levé. Hein. Oui, et je suis le premier à dire que ça devait être finalement une occasion d'investir largement. Et s'il y avait une brutale remontée des taux, je serais le premier à dire attendez, vous êtes fous. Bon, sauf que il se trouve que ces entreprises, ces grandes multinationales, finissent par, je dirais, alimenter leur croissance interne et même externe parfois avec leur propre cash, avec leur propre autofinancement. Parce qu'elles ont peur d'investir, parce qu'elles ont de l'argent, d'investissement. parce qu'elles réussissent, parce que ce sont des multinationales. Alors on pourra en parler, de se dire, est-ce qu'il y a des profits qui sont trop importants sur des multinationales qui sont dans un univers de moins en moins concurrentiel et qui finissent par avoir des prix un peu trop élevés de manière à avoir des marges bénéficiaires. Je pense par exemple aux sociétés du luxe. Vous avez de tels flots de trésorerie qu'à quoi bon investir? À quoi bon, emprunter? Autant, je dirais, faire fructifier son propre argent. Et donc, elles n'ont pas besoin d'emprunter. C'est ça, alors que les taux sont négatifs. Ça ne sert pas à grand-chose. Et là, les premiers, parce que j'ai eu sur cette question-là des spécialistes de finance qui regardent quand même de très près les bilans. C'est pas évident qu'il y ait de la croissance interne via de l'emprunt à taux zéro. C'est même pas évident, alors là on peut en reparler, qu'il y ait de la croissance externe, c'est-à-dire plus d'OPA, etc. Il peut y avoir des effets monétaires, c'est-à-dire pourquoi ne pas racheter, si on a de l'euro à 0%, pourquoi ne pas faire des acquisitions en dollars, etc. Bon, en ce moment, appelez un trésorier d'entreprise, après un directeur financier d'une société du CAC 40, il va vous dire c'est pas aussi simple que ça. D'abord parce que quand vous passez, nous symboliquement les journalistes, quand on passe de 0,1 à moins 0,3, c'est une révolution. Mais en vérité, c'est 40 points de base. C'est comme passer de 0,4 à 0,1 ou à 0. Donc ce bazooka de la BCE, pas sûr donc, que ce soit une bonne nouvelle pour les particuliers, pas sûr que ce soit une bonne nouvelle pour les entreprises. Disons ça peut être neutre. Voilà, mais pour l'État, c'est une bonne nouvelle. Vous qui êtes le premier à pousser pour l'intervention publique, vous devriez mais c'est toujours là, vous allez tapoter dans les mains. Oui, alors normalement, on devrait se dire, attendez, on a des besoins de financement pour la protection sociale, on a besoin de financement aussi, j'allais dire surtout, pour de l'infrastructure publique, pour des services publics, mais aussi pour la transition écologique. On a des taux négatifs, c'est open bar, on y va. Maintenant, il faut y aller. Quoi. Bon, mais sauf que c'est un peu ce qui se dit quand même dans les allées du pouvoir. C'est-à-dire qu'en gros, on a donné 10 milliards aux Gilets jaunes, on sait qu'on va l'avoir, non pas par une augmentation des recettes fiscales, mais on sait qu'on va les avoir par augmentation de l'emprunt public. Et c'est plutôt bon signe, puisqu'il y a eu même des effets sur la croissance. Sauf que là, vous êtes quand même dans un univers
un univers qui est quand même celui encore ordolibéral de la Commission européenne. Ah, il a réussi à le caser. Non mais regardez, hier ou avant-hier, l'Allemagne fait voter un budget à l'équilibre. Ouais. Bon, un budget à l'équilibre. Comme tous les ans. Oui, mais vous pouvez dire quand même, bon, quand sauf vous qu'ils sont quasiment en récession, donc il faut peut-être en sortir là. Hein. Voilà. Deuxièmement, le budget que va présenter notre ministre 2,2% Darmanin, pardon, le 25 septembre, je crois, on va être à 2,1 ou 2,2% de déficit. 2,2 pour 2020. On est en dessous des 3. On n'est pas sorti du repère orthonormé, ordolibéral, maastrichtien. Les conditions financières poussent à l'endettement des États. Les conditions, le cadre juridico-politique n'y pousse pas. Et cette contradiction-là, finalement, elle ne fait pas de cette opportunité financière des taux négatifs quelque chose qui va être vraiment mis à profit par les États. On voit Mario Draghi hier, il nous a dit quoi? Il a dit les États, à vous de prendre le relais, et on en parlera avec Jean-Claude Trichet qui sera avec nous lundi. Il visait l'Allemagne essentiellement, qui a des marges de manœuvre. Oui. En France, les marges sont plus réduites qu'en Allemagne. Oui. Et pourtant, c'est quand même pas quelqu'un qui rêve d'abattre le mur de l'argent tous les matins. C'est pas un gauchiste qui dit ça. Simplement, il dit attendez, vous êtes en train de confier à la BCE pas simplement la politique monétaire, vous êtes en train de lui confier la politique économique, en disant faites de la relance, c'est formidable. Mais non, attendez. Ceux qui font, en plus de ça, sur le plan démocratique, pardon de le dire, mais en démocratie, ceux qui font la relance, ceux qui appuient sur le levier de la relance, ce sont les gouvernements. Ouais. Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir une politique monétaire qui prenne tous les risques et qui, je dirais, ouvre les vannes de la liquidité, et puis à côté de ça, une politique budgétaire qui est extrêmement restrictive. Et lui, ou la coordination des politiques économiques en Europe, notamment budgétaires. Et lui, ce qui dit, je ne dirais pas comme un idéologue du tout, mais comme quelqu'un qui a étudié l'économie, hein, il dit, attendez, il y a un problème. On ne peut pas avoir une politique monétaire qui prend tous les risques de politique accommodante et une politique restrictive sur le plan budgétaire, alors que vous avez des taux négatifs. Ouais. Encore une Donc, fois, il y a un moment donné… je pense qu'il visait plutôt les Pays-Bas et les Allemands que les Français. Toujours, parce que les Français, on a la réputation d'essayer quand même de négocier un petit peu. Il se trouve que quand même, là, malheureusement, je suis désolé, mais… vous avez quand même la présentation du budget qui va être sous les 3%, qui va être, je dirais, un budget comme d'hab, qui ne prend pas de risque, qui ne prend pas de risque social, qui ne prend pas non plus de risque économique en disant, bon, on va essayer de changer de politique, alors qu'il en aurait la possibilité, non pas peut-être pas politique et juridique au sens de Maastricht, mais il en avait la possibilité technique et financière. Ouais. Bon, peut-être qu'avec un peu de recul, les historiens se pencheront sur cette période et diront, attendez, à ce moment-là, il y avait une opportunité. Il y avait des États qui s'endettaient et qui pouvaient gagner de l'argent, et sur une base, je dirais, très normative, alors que… Qui date d'un autre siècle. Qui date d'un autre siècle, alors qu'il y a des exigences en termes d'infrastructures, de services publics, et pardon de le dire, d'équipements écologiques, eh bien, ils n'ont pas appuyé sur le bouton. Mais l'histoire sera peut-être sévère. Mais très sévère. On regarde, il nous reste quelques secondes, la couverture de Marianne. Question économique qui nous intéresse, les retraites évidemment, on va en parler dans quelques instants. Oui, mais aussi cette une où on revient à Creil il y a 30 ans, où est née l'histoire du foulard, hein, et on s'aperçoit qu'on revient sur les lieux et on prend la mesure de ce qui a changé, de ce qui n'a pas changé, et comment la gauche à ce moment-là, en 89, a capitulé, la gauche républicaine a capitulé malheureusement face, je dirais, à la pression, je dirais, une forme de début de communautarisme qui se joue à ce moment-là. 89 est une année extrêmement charnière à tous les égards, et même en économie, où on voit qu'il y a un grand basculement avec le libre-échange, avec la chute du mur de Berlin. Avec la chute du mur de Berlin, avec le libre-échange, avec cette fameuse fin de l'histoire. Eh bien, non, l'histoire montre qu'elle a quelque chose de tragique, et ce reportage à Creil, ce récit de cette capitulation le montre aussi dans une certaine mesure. Voilà, à lire donc cette semaine, évidemment, dans Marianne. Merci beaucoup, Franck. Merci. Bon week-end. Bye.